concret. Bien, chers amis, je suis content de revenir ici. J'étais venu au moment de la campagne sur l'austérité. Je crois qu'il y avait Pierre, il y avait Myriam, elle l'a cité tout à l'heure. Je suis venu au moment des municipales. Et là, je dois dire que je suis très content qu'on se retrouve tous ensemble dans la même salle, élargie, notamment à nos camarades de Nouvelle-Donne. Je voudrais commencer par, pas pour plomber l'ambiance, mais par parler un peu du contexte. Et puis vous citer quelques caractéristiques, celles de l'innovation dans le domaine du transport, de la communication, celles de l'expansion du commerce, celles de l'intensification des échanges de capitaux, celles de la division du travail, celles de la multiplication des traités de libre-échange, celle d'échanges progressant beaucoup plus vite que la production, celle d'intensification de l'intégration financière internationale, celle d'un monde où les exportations explosent, celle d'une tension, d'une concurrence entre nations impérialistes dans le contexte d'une de ces nations dominantes s'affaiblissant progressivement. Ce que je suis en train de vous lire là, c'est la description d'un économiste d'une période où Jaurès disait « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Je parle là d'une période d'avant 1914, qui était celle de la première mondialisation capitaliste. Il faut s'en souvenir, et dont on sait comment elle s'est terminée, c'est-à-dire par la première grande boucherie de la Première Guerre, puis la période de récession entre les deux guerres, et enfin la Deuxième Guerre mondiale. Si je dis cela, c'est parce que le monde aujourd'hui revit une époque identique. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas entièrement, elle bégaye parfois, mais elle bégaye parfois de manière encore plus tragique. Oui, nous vivons aujourd'hui une période de la deuxième mondialisation capitaliste, où, socialement, la lutte des classes fait feu partout. Ce matin, des ouvriers de Goodyear, hier plutôt, ont été envoyés de nouveau devant le tribunal, parce qu'on a jugé qu'il ne suffisait pas qu'ils perdent leur emploi, il fallait encore les pourchasser en justice pour réquisition de cadres. Comme disait Warren Buffett, un capitaliste américain, la guerre des classes existe et nous sommes en train de la gagner. La Corrèze peut jouer un rôle spécifique, un de ces départements où tous unis, nous pouvons faire des démonstrations. Moi, j'aime pas trop, vous savez, quand on explique que la Corrèze est une terre de président. Il y a un côté un peu, pas très agréable et un peu péjoratif. Je ne suis pas non plus d'accord, Pierre, de dire que c'est la terre de François Hollande. Voilà, pour moi, c'est autre chose. La Corrèze, pour moi, c'est une terre de résistance comme le Limousin. C'est une terre qui a fait l'expérimentation de Limousin Cardozo au moment et avant même l'instruction du front de gauche. Et je salue mon camarade Christian Roy qui est dans la salle. Alors, oui, encore une fois, j'ai absolument confiance en vous. Vous ferez le 22 mars, de nouveau et au deuxième tour, la démonstration que vous savez ouvrir la voie. Allez, les Corésiens. Et maintenant, je passe la parole à Pierre Laurent. Je voudrais à mon tour ajouter quelques mots à tout ce qui s'est dit, en essayant de ne pas répéter beaucoup de choses qui se sont dites et avec lesquelles je suis totalement en accord, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Je voudrais d'abord souligner à mon tour, comme l'a fait Pierre tout à l'heure, le caractère un peu exceptionnel de ce meeting et du monde qui nous réunit ce soir, parce que dans cette campagne où on organise en quelque sorte une espèce d'océan d'indifférence à l'égard des enjeux de ces élections, eh bien c'est une réunion publique ce soir qui fait honneur à la démocratie, parce que dans ce pays, il y a effectivement des forces qui continuent à considérer que le vote des électeurs, ça a de l'importance, qu'une élection, ça doit se respecter, qu'une campagne électorale mérite d'y mettre des moyens démocratiques pour permettre aux citoyens de se faire leur opinion. Et manifestement, ces choses aussi élémentaires que celles que je suis en train d'énoncer dans un pays qui se prétend démocratique, eh bien aujourd'hui, il faut commencer par les défendre. Et comme ça a été très bien dit, je pense que le premier défi que nous avons à relever, oui, est celui de l'abstention. Parce que la campagne que nous vivons, les conditions de la campagne que nous vivons, et j'ai eu l'occasion de le dénoncer il y a quelques jours dans une conférence de presse,
sont un véritable déni de démocratie. Nous sommes dans une élection où l'ensemble des électeurs, tous les électeurs du pays vont être appelés aux urnes dans 10 jours exactement. Toutes les conditions de ce scrutin ont été changées. On a redécoupé tous les cantons de France sans aucune information des électeurs. On a changé le mode de scrutin. La très grande majorité des candidats, à cause de cette modification du mode de scrutin, sont de nouveaux candidats. Et en très grand nombre de nouvelles candidates, puisque ce scrutin est paritaire. Tout cela aurait mérité une campagne d'information importante, aurait mérité une campagne d'information dans le pays. Et non seulement tout cela n'a pas été organisé, mais tout est organisé depuis des semaines pour occulter totalement l'enjeu du scrutin, l'enjeu départemental, l'enjeu des politiques publiques départementales, et pour priver les électeurs du débat auquel ils ont droit pour se forger leur opinion. Et vous rencontrez, comme moi j'en parlais cet après-midi ici, dans des réunions des militants qui sont sur le terrain et qui croisent des électeurs qui, conscients qu'ils doivent accomplir leur devoir civique, disent qu'ils souhaitent aller voter, mais demandent à ceux qu'ils se rencontrent, au fait, est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est l'enjeu de cette élection? Comment est-ce qu'elle va se passer? Pourquoi nous ne votons pas comme d'habitude pour le même canton? Parce que certains ont compris que les choses avaient été redessinées. Et vous croiserez jusqu'à la dernière minute, y compris dans les bureaux de vote, des gens qui découvriront qu'ils votent pour un binôme et qu'ils ne votent plus ni pour une liste, ni pour un seul candidat ou une seule candidate. Donc nous sommes dans une campagne où effectivement le fait même de mener campagne, de tenir ce type de réunion publique, de permettre aux citoyens d'agir démocratiquement en connaissance de cause, est en soi une bataille que nous devons mener. Et si nous la menons, je pense qu'elle peut changer beaucoup de choses. Parce que ce scrutin est effectivement un scrutin très important. Il concerne les élections départementales, qui sont un échelon essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques nationales. Les départements en France, c'est 65 milliards de dépenses publiques et sociales. Et c'est effectivement un énorme enjeu dans ce contexte de crise, dans ce contexte de politique d'austérité, de savoir si ces politiques vont pouvoir continuer à se mener et dans quel sens, ou est-ce qu'elles vont être peu à peu détruites pour laisser la place, en vérité, parce que si elles sont détruites, c'est ce qui se passera, pour laisser la place encore un peu plus au poids du marché et du privé dans la vie quotidienne, des Français. Donc, nous voyons bien que tout cela est organisé pour priver les citoyens de leur droit d'expression démocratique. Le brouillage même sur le rôle des départements a été organisé parce que le Premier ministre, qui maintenant fait des meetings depuis exactement 10 jours pour nous expliquer que ces élections sont très importantes, et celui qui, pendant 6 mois, a mené campagne à la tête du pays pour nous expliquer qu'il fallait supprimer les départements. Et s'il a renoncé à totalement les supprimer dans un premier temps, c'est uniquement parce que la protestation a été extrêmement massive dans tous les territoires et parfois même dans toutes les familles politiques du pays. L'accord que vous avez ici, même s'il a pris des géométries qui ont été différentes un peu d'un département à l'autre, mais il concerne au total un très très grand nombre de cantons en France. Donc il y a une nouvelle gauche qui est en train d'émerger, qui se cherche, c'est vrai, tout n'est pas réglé, il y a des débats entre nous, mais cette nouvelle gauche, elle est maintenant en marche, et il n'y a rien de plus important et de plus urgent que de l'encourager, que de lui donner de la force. Et ça, c'est un message que nous devons envoyer au pays. On voit bien comment ils veulent nous empêcher de le faire entendre. J'étais tout à l'heure à France 3, le journaliste m'a posé 3 questions, pour ceux qui l'ont entendu, 3 fois la même question. Première question, pourquoi vous prenez le risque de ne pas partir avec les socialistes aux élections? Et la deuxième question était exactement la même, et la troisième était la même, dit un peu autrement, mais à chaque fois la même question. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse entendre le message de ce qui est en train de se construire. Et c'est à nous de briser le mur du silence. Parce que si dans le pays ce message s'entend, comme il correspond à la recherche qui est celle maintenant de millions de gens de gauche, eh bien nous allons aller au-devant de cette recherche, nous allons la mobiliser et nous allons lui ouvrir une voie d'espoir. Et je voudrais terminer en insistant sur ça.
même si je voulais dire d'autres choses, mais je suis trop long et puis vous devez déjà être très fatigué. Mais c'est à nous d'endosser cet espoir. Nous ne pouvons plus, je le dis depuis des mois et j'en suis de plus en plus persuadé, le cœur de ce que nous devons construire ne peut pas se résumer à être la critique de la politique gouvernementale. Parce que franchement, il n'y a plus beaucoup de monde à convaincre sur ce sujet. Et si nous ne faisons que cela, eh bien nous pouvons, à notre corps défendant, encourager le désespoir qui gagne des gens qui ont l'impression que le système politique est totalement verrouillé et enfermé dans un trio infernal, ou l'UMP, ou le Front National, ou la politique gouvernementale telle qu'elle est, et rien d'autre. Et François Hollande s'emploie à enfoncer le clou sur ce point. Ce qui importe dans les semaines et dans les mois à venir est maintenant de faire entendre précisément qu'il y a une autre voie, une voie d'espoir, et que cette voie, elle est incontournable pour sortir le pays de la crise. Et je crois qu'à ce que dit François Hollande, je ne changerai pas de politique, eh bien il faut lui répondre tout simplement. Moi, personnellement, je ne dirai pas, je ne continuerai pas à taper sur François Hollande. Je dirai ce que j'ai à dire sur sa politique, mais je répondrai d'abord, mais si, tu peux le dire, tu peux le répéter, François Hollande, mais le changement de politique, il est inévitable. Il est inévitable. Cette politique, elle échoue économiquement, elle échoue socialement, elle échoue financièrement pour le pays, elle échoue politiquement pour la gauche. Donc le changement de politique, il est inévitable. La question est de savoir si on va y travailler tout de suite ou si on va y travailler plus tard. Eh bien nous avons commencé à y travailler, des forces se rassemblent, et c'est ce message qu'il faut faire entendre, c'est ce message qu'il faut encourager dans les élections départementales. Et si beaucoup de gens s'y mettent, eh bien ça peut aller beaucoup plus vite que certains le pensent, et ça peut commencer dans les élections départementales. Et c'est ce qui est en train de se passer. Évidemment, nous voyons bien que la situation est difficile, et il faut, pour tous ceux qui voudraient réduire déjà l'élection présidentielle au trio UMP, FN, Valls ou Hollande, parce qu'ils pensent que c'est la seule manière pour les uns ou pour les autres d'avoir une chance de se faire élire à la prochaine élection présidentielle, alors qu'en vérité c'est la catastrophe assurée pour la gauche, si on laisse faire ça, eh bien nous devons absolument faire exploser cette chape de plomb pour montrer que quelque chose peut se construire, est en train de se construire et va changer totalement la donne politique si nous parvenons à le faire. C'est à nouveau, c'est ce que nous avions commencé à faire, et c'est ce qu'il faut reprendre à une autre échelle maintenant. C'est ce que nous avions commencé à faire avec le Front de gauche, c'est ce que nous avions commencé à faire avec Limousin Terre de gauche, c'est ce que nous avons commencé à faire dans des batailles que nous menons sur des sujets concrets, c'est ce que nous faisons sur la loi Macron. Et bien maintenant, il faut à nouveau revendiquer la question du changement de politique à partir de cette nouvelle construction. Par exemple, il y a aussi ce débat, il paraît que les Verts sont divisés sur est-ce qu'il faut aller au gouvernement ou pas. Mais entre nous, toutes les forces que nous essayons de rassembler n'ont pas de débat, nous voulons aller au gouvernement. Nous sommes tous pour aller au gouvernement, mais nous ne sommes pas pour aller au gouvernement pour faire cette politique-là. Donc nous revendiquons le pouvoir, et l'alternative que nous sommes en train de construire n'est pas la gauche de la gauche, comme ils disent. C'est une alternative pour la France, au nom des valeurs de gauche. Et cette alternative, elle est indispensable pour sortir le pays de la crise. Elle est indispensable pour continuer à conduire des politiques de proximité utiles aux populations dans les élections départementales. Et elle est utile pour le pays. Et nous allons continuer à la construire. Et c'est maintenant que ça commence. Merci. C'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase, nous l'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons